je suis d'abord oncopsychologue. Voilà, d'abord, bonjour à tout le monde. Mhm. Hein. Ravie d'être là. Merci beaucoup pour m'avoir invité, Françoise et Martine. Donc, je suis d'abord psychologue. Ensuite, je me suis spécialisée en oncologie, donc je suis oncopsychologue. Et puis, je me suis aperçue, au bout d'un certain nombre d'années de pratique, que alors j'avais d'abord une patientèle très féminine dans un premier temps. Et donc, je me suis aperçue que quand elles me disaient que, je sais pas, moi, qu'elles avaient subi une mastectomie, que c'était compliqué, etc., etc., en moi-même, je me disais, mais sur le plan intime, que ça doit être difficile. Mais donc, je leur posais un peu la question, mais de manière maladroite et pas très professionnelle. Et je voyais que rien que le fait d'ouvrir cette brèche, elles s'y enfonçaient parce qu'effectivement, elles avaient besoin d'en parler. Donc, je me suis dit, il y a un manque, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se spécialiser en sexologie. Et j'ai fait un DIU, un diplôme interuniversitaire de sexologie, c'est 3 ans à la fac de médecine. Mais tout ça pour l'oncologie, vraiment en me disant je fais ça pour les patients et patientes atteintes d'un cancer. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je suis oncopsychosexologue. Parce que il faut quand même que je précise juste quelque chose, c'est que le titre de sexologue ne veut rien dire en soi. Et d'ailleurs, ce n'est pas une profession qui est reconnue. Ceux qui se disent que sexologue, il faut se méfier. Il faut toujours quelque chose à côté, soit médecin sexologue, gynécologue sexologue, urologue sexologue, psychosexologue, psychiatre sexologue, parce que vous voulez. Parce que vous voulez. Évidemment, c'est poissonnier sexologue, il faut quand même commencer à se méfier. Mais voilà. Mais en gros, dans les professions qui ont affaire effectivement à l'humain, il faut rajouter quelque chose. Donc moi, je suis psychosexologue. Bon, je dis oncosexologue, ça va plus vite. Et puis, il faut de la place sur les cartes de visite. Voilà. Oui, eh ben, merci de nous donner ces précisions-là et puis aussi de donner des petites indications pour savoir à qui on a affaire, en fait. Et Important. j'ai bien retenu cette idée qu'on ne peut pas s'appeler uniquement être sexologue. Il faut que ce soit psy quelque Rattaché. chose, bien souvent. Ouais. Alors, donc, c'est vrai que les cancers, on dit aujourd'hui les cancers, avant on appelait le cancer, maintenant on est bien d'accord, il y a les cancers, il y a des cancers. C'est différentes pathologies, ça touche des hommes, ça touche des femmes. Et je crois que justement, tu avais aussi, tu m'as parlé de chiffres que tu avais trouvés. En fait, ça impacte énormément les personnes. Alors, Sur ça impacte. la sexualité est très impactée, je dirais, par la maladie du cancer. Hein. Alors, en général, tous les cancers ont un impact sur la sexualité, ne serait-ce que psychologiquement. Mhm. C'est-à-dire que quand on annonce un cancer, il y a très souvent, pas toujours, une indisponibilité psychique à la relation intime. Cela dit, il y a des gens au contraire qui se sentent, ont envie de faire un pied de nez à la maladie et du coup ont une pulsion de vie qui ressort, mais ce n'est pas la majorité. Maintenant, dans le monde de l'oncologie, il y a effectivement un certain nombre de cancers qui sont directement impactés, qui impactent directement pardon, la sexualité. Comme pour les femmes, bon, mais le cancer du sein et par ses traitements et par l'image du corps, cancer d'utérus, cancer des ovaires, etc. Et les hommes ont sans doute cancer de la prostate, surtout la prostate. Hein. Parce que cancer du pénis, il y en a très très peu, donc on en parle très peu parce que c'est vraiment très rare. Et cancer des testicules, c'est plus aussi une histoire d'image du corps parce que normalement, ça n'a pas d'impact direct sur la sexualité. Maintenant, tous les traitements ont un impact, c'est-à-dire la chimiothérapie, la radiothérapie, etc., eux peuvent impacter. Et là, ça concerne effectivement tous les cancers. Mais je pense que là, on va plus parler des cancers plus spécifiques, plus spécifiquement liés. Et non, je crois, Françoise. Oui, et en même temps, je pense que c'est vrai que c'est important de rappeler que effectivement, ça concerne tout le monde, toutes les personnes qui sont touchées par un cancer, et puis donc les proches. Parce que là, Évidemment. évidemment, quand on parle de sexualité, on parle aussi de vie de couple et l'impact que ça peut avoir aussi sur le couple. Ah bah de toute façon, très souvent, moi je dis très souvent que le patient, c'est le couple. Oui. En fait.
hein. C'est-à-dire que ça impacte effectivement le couple et pas seulement une personne. Sauf si la personne est seule et que tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'elle n'a plus de libido ou que si elle se masturbe, elle ne ressent plus rien. Bon, on peut aussi avoir une sexualité seule, il ne faut pas l'oublier quand même. Mais disons qu'en règle générale, c'est effectivement surtout le couple. Et là, donc, justement, dans les personnes que tu as dans ton cabinet, puisque j'ai oublié de dire aussi quand même que tu exerces aujourd'hui, après avoir été aussi à l'Institut Raphaël, tu exerces aussi à la clinique Bizet et tu es aussi la présidente de l'association Étincelle. Dire avec un cancer. Voilà, grand. Et c'est à ce titre-là aussi, tu as dans cette association un rôle à jouer, non seulement de présidente, mais aussi de personnes qui accompagnent des patients sur ce genre de problématiques. Donc oui, donc cette question sur, donc, qui montre que c'est très impactant pour tout type de cancer, et puis de dire que ça joue aussi sur les couples. Il y a malgré tout des solutions. Oui, alors bon, il y a des solutions. D'abord, on va commencer par le début. On va commencer par le début. Ce qu'ils disent dans la vidéo et ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même 71%, ce qui n'est pas rien, des gens qui ne sont pas informés. Qui ne sont pas informés de l'impact du cancer sur des traitements sur la sexualité. Alors, donc, c'est quand même énorme. C'est un sujet, en fait, on a affaire à un double tabou, parce qu'en 2022, le cancer est encore tabou, hein, c'est encore une longue et même un scandale, mais bon, c'est comme ça. Et la sexualité est aussi tabou. Donc là, on a affaire à un double tabou. Ce double tabou, nous, les oncosexologues et les oncopsychologues, on essaie de le lever. Mais on a du boulot encore. Ça commence, hein, on ne va pas être médisant, mais c'est compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est que quand une personne est atteinte de cancer et elle se retrouve évidemment devant l'oncologue, ce n'est pas son rôle de parler de sexualité. Bon, il va dire vaguement qu'il peut y avoir des effets indésirables sur de la chimiothérapie, ça va être quoi? La fatigue, les vomissements, les machins. Sexualité, ça lui passe, c'est pas son job, il n'est pas là pour ça. Les infirmières ne sont pas forcément formées. Le patient, d'abord, il n'y pense pas toujours, et en plus, si par hasard il y pense, ils se disent très souvent, j'ose pas trop poser cette question-là, parce qu'est-ce qu'on va penser de moi? On me soigne pour un truc quand même assez sérieux, et moi, je pense à ça. Voilà, donc il ne pose pas la question. Le partenaire ou la partenaire, si elle est là, c'est pareil. Mon conjoint ou ma conjointe se fait soigner pour un truc grave, etc. Et moi, je pense à ça, je vais passer pour pourquoi. Donc, tout le monde se tait. Et tout le monde reste avec ses questions et ses frustrations. Or, c'est quand même très important, alors ce n'est pas effectivement le rôle de l'oncologue de dire de parler de sexualité, mais au moins de diriger en disant bon, peut-être il y aura un impact sur votre sexualité. Dans ces cas, je vous conseille d'aller en parler à l'oncosexologue, s'il y en a une dans le service ou un, etc. Et puis aussi l'infirmière de coordination. Mais il faudrait aussi former ces gens-là parce qu'ils ne sont pas forcément formés. Mais au moins, nous, on est là pour leur dire voilà, on existe. Il risque d'avoir un impact, parlez-en. Il faut que quelqu'un commence à parler de ça. Parce que quand on commence à parler de ça, franchement, ça se dénoue. Et là, on voit que les femmes et les hommes en ont besoin. Voilà. Donc, je pense que ce qui manque actuellement, c'est de libérer cette parole. Ce n'est pas un tabou. La sexualité, ça fait partie de la qualité de vie. Déjà, ça va être assez compliqué comme ça. Si en plus, il y a des problèmes sexuels qui peuvent engendrer des problèmes de couple, là, c'est la double punition. Oui. Donc, il faut vraiment il faut en parler en toute liberté. Ça n'a rien de tabou. La sexualité, c'est quelque chose de normal, de naturel, surtout quand on est en couple, même seul, mais enfin, quand on est en couple, a fortiori. Et il faut absolument en discuter pour prévenir, hein, parce qu'il y a des choses à faire. Effectivement, mais encore faut-il savoir lesquels. Il y a des gens à qui s'adresser, il y a des médecins, il y a des voilà. Donc tout ça, il faut le savoir. Donc pour prévenir, pour pas qu'à un moment donné on se retrouve à se dire bah oui, bah, finalement ça fait 6 mois, 1 an qu'on n'a plus fait l'amour et en plus il faut savoir que la sexualité, au moins on pratique, au moins on a envie de faire, donc ça peut perdurer dans le temps. Et là, ça peut être vraiment très embêtant pour le couple. Oui. Donc, la première chose, c'est d'arriver à faire que ce sujet soit aussi abordé par les oncologues
ou oncologue, ou médecin traitant, Tout à fait. Ou en fait, infirmière de ou infirmière de coordination, coordination, et, ou les euh, psychologues. et les psychologues, évidemment. Mais Parce que les psychologues ne sont pas forcément formés pardon, à la sexualité, c'est les cela. oncopsychologues. Mais au moins qu'elles sachent que ça existe et qu'elles puissent diriger Et dire ou qu'en se fait, former pour en parler. Oui. voilà, et dire qu'il existe, qu'il y a des conseils à donner et qu'il Mhm. existe aussi, en dehors des conseils, il y a des solutions. Alors, il y a des solutions. Il n'y a pas de solution miracle. Ça, je tiens vraiment à le préciser Oui, parce que c'est important. Ne pas donner de faux espoirs. Mais la sexualité, vous savez, c'est comme tout. Euh, c'est évolutif. On s'adapte. On adapte la sexualité à son âge, à un moment de vie, à un événement de vie, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même sexualité à 20 ans qu'à 80. On peut évidemment comprendre pourquoi. Donc, en oncologie, on va adapter sa sexualité au moment présent. Il y a des choses qu'on va avoir plus de difficultés à faire, etc. Ça va être pas la même sexualité que quand tout allait bien, mais il n'empêche que cette sexualité doit toujours exister. Alors, il y a des solutions qui sont à la fois physiologiques, c'est-à-dire que, voilà, bon, chez les femmes, on va commencer, on va être très cash, mais chez les femmes, il y a assèchement vaginaux, perte de libido, douleur à la pénétration. En général, c'est ce qui ressort le plus souvent. Hein. Donc, assèchement vaginaux, il y a des choses à faire. Il faut parler avec un gynécologue, sexologue, ça existe, et qui connaissent l'oncologie. Donc ça, c'est très important, hein, ces trois choses-là. Donc, il y a, dans un premier temps, il y a des ovules qu'on peut vous prescrire sans hormones pour les personnes qui ont des cancers hormonaux dépendants, etc. Si ça ne marche pas, on peut. Alors, le gros problème, c'est les sous, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas remboursées. On se bat pour ça aussi, hein, pour pouvoir faire rembourser certains traitements. Si ça ne marche pas, il peut y avoir des injections d'acide hyaluronique. Donc, voilà, il faut le savoir pour pouvoir en parler, ou que le gynécologue vous en parle. C'est chez le gynéco que ça se fait. Et si vraiment ça ne marche pas, en dernier ressort, il y a le laser. Le problème du laser, c'est que c'est 300 € la séance, qu'il faut entre 3 et 4 séances pour que ça marche. Et que chez certaines femmes, ça perdure, et chez d'autres, il faut qu'elles renouvellent tous les ans ou tous les 2 ans. Donc, c'est un coût. Vous voyez. Alors, Mais bon, le laser, Catherine, qu'est-ce que ça agit comment? ben, ça permet une vasodilatation, ça permet une relubrification, ça permet de refaire, de rétablir la muqueuse du vagin. Et donc, du coup, ben, c'est moins douloureux, ça marche. C'est ce qui marche le mieux, hein, c'est vrai, j'avoue. Mais c'est ce qui est le plus cher. Voilà. Et puis aussi, il faut faire attention à se demander l'avis de Alors, il l'oncologue faut toujours aussi. demander l'avis de son oncologue, parce que, bon, en cancérologie du sein, en général, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour une femme qui a eu un cancer de l'utérus, c'est peut-être plus délicat. Donc, je ne sais pas, hein, ça, voilà. Donc, il faut demander toujours l'avis de son oncologue. Alors, il y a des oncologues qui vont dire, écoutez, alors moi, j'y connais rien, enfin, pourquoi pas. Donc, ça va, vous pouvez y aller. Et il y en a d'autres qui vont dire, ah, surtout pas. Alors, pourquoi? Et s'il y a une explication scientifique et médicale, ok. Mais il y en a qui vont, souvent, ils ne connaissent pas. Hein. Mais enfin, moi, je vous dis, franchement, ça, c'est ce qui marche le mieux. Il y a des lasers à l'Institut Gustave Roussy pour les patients de l'UGR, hein, mais le problème, c'est qu'il y a une queue d'attente de je ne sais pas combien de temps, et c'est réservé aux patients de l'UGR. Mais de plus en plus, on commence à avoir des cabinets médicaux qui font. Alors, il faut vraiment faire ça par un médecin gynéco de préférence. Hein. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui ont des cabinets d'esthétique et qui pratiquent aussi le laser vaginal. C'est peut-être génial, hein, je n'ai pas d'a priori, mais franchement, je serais plus rassurée que ce soit un médecin qui le fasse. Très bien. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui se développe, c'est en cabinet en ville. Mhm. Chez Très des bien. gynécologues, Et chez des gynécologues. sexologues, voilà, Gynécologues, et sexologues. qui connaissent ce problème, en tout cas, ce problème d'oncologie. Hmm. Après, chez les hommes, alors eux, ils ont aussi un éventail thérapeutique qui est pas mal. Donc, on va commencer par les IP2E5, c'est-à-dire tout ce qui est Cialis, Viagra, etc. Alors, si ça ne suffit pas, il y a les injections intracaverneuses. Alors, les injections intracaverneuses, ils n'aiment pas du tout entendre ça, ce que je peux comprendre. Cela dit, encore une fois, il faut aller chez un spécialiste
qui vous montre au début comment on fait, qui le fait avec vous si c'est possible, qui vous explique, parce que ça, normalement, ça me fait pas mal. Une verge au repos et pas super sensible. Je ne dis pas qu'elle n'est pas sensible, elle n'est pas super sensible. Donc, il y a des points où, franchement, ça fait pas mal. Parce que le risque, c'est que si ça fait mal, eh ben, on ne recommence pas. Hein, c'est clair, c'est normal. Donc, il y a des injections intracaverneuses. Voilà. Si vraiment ça. Alors, si on peut lier les deux, ça veut dire que des IPDE5 avec des injections. Et puis, si vraiment, vraiment, il n'y a plus rien qui marche, en dernier recours, il y a les implants. Alors, je sais que ça, c'est pas très. Enfin, voilà, ils n'aiment pas. Mais enfin, ça a l'avantage d'exister, donc je le mentionne. Il y a les implants péniens. Voilà. Et toujours pareil. Alors, les implants péniens, par exemple, allez voir quelqu'un qui en fait plein. Pas aller voir le chirurgien qui en a fait 3 dans sa vie. Vous voyez, il faut aller voir quelqu'un qui en fait plein, dont c'est la spécialité. Donc, un urologue, éventuellement sexologue, spécialisé, qui connaît bien, etc., etc. Parce que sinon, effectivement, il risque d'avoir des complications, ce n'est pas la peine. Merci pour tous ces conseils. Parce que ça, c'est comme. Ça, c'est les conseils physiologiques. Voilà, maintenant, c'est les conseils physiologiques. Et donc, en fait, ça, c'est les conseils donc, qui vont faire qu'on va avoir, c'est les solutions. Des solutions et des solutions qu'on va trouver et de l'aide avec des personnes extérieures. Mais dans la vie intime, dans la vie de couple, dans ce dialogue singulier, là, il y a certainement des conseils aussi à donner. Alors, le premier conseil à donner, c'est de ne pas penser à la place de l'autre. C'est-à-dire que très souvent, les femmes me disent, mais moi, je m'aime plus, voilà, j'ai plus de cheveux, j'ai plus de cils, j'ai plus de sourcils, j'ai des cicatrices, ou j'ai un sein en moins, ou je ne sais quoi. Et donc, je ne me reconnais plus, donc moi, je ne m'aime plus, donc lui, comment peut-il encore m'aimer? Alors, ma question est, est-ce que vous lui avez demandé? Est-ce qu'il prouve qu'il vous aime? Parce qu'il y a des hommes qui peuvent dire oh, mais bon, ma chérie, je t'aime toujours, etc. Et puis voilà, puis point. Mais ceux dont le geste se joint à la parole, il faut leur faire confiance. Hein. S'il est là, s'il vous dit voilà, moi pour moi, je t'aime toujours, tu es toujours séduisante, j'ai toujours envie de toi, etc. etc. Et qu'en plus, il le prouve, franchement, il faut leur faire confiance. Donc, ne pas penser à la place de l'autre. Et souvent, c'est les deux qui pensent, parce que l'homme va dire, moi, j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien un câlin, mais elle doit être fatiguée, elle est en pleine chimio, etc., etc. Je ne veux pas la déranger, et tout. Il n'ose pas y aller. Mais posez-lui la question. Alors du coup, la femme pense que c'est parce qu'elle n'est plus séduisante. L'homme pense que c'est parce que elle n'a pas envie. Et puis petit à petit, il n'y a plus de relations sexuelles. Communiquer. Ça, c'est vraiment si j'ai un mot à dire dans tout ce webinaire, c'est communiquer, parler entre vous. Parce que ce qui est fou, c'est que des couples, alors qu'ils ont 20 ans, 40 ans, 30 ans, 10 ans de vie commune, ils parlent de plein de choses, sauf de ça. Moi, très souvent, je dis, mais vous en parlez avec votre partenaire Ah ben non. Et pourquoi? Ah ben non, parce que non, ça, c'est pas possible. Ah, je dis, vous en parlez avec qui alors? Bah avec vous. Et, ok, mais moi, je ne dors pas avec vous, vous voyez. Je ne suis pas dans la chambre avec vous. Il faut en parler, vraiment. Il n'y a pas de souci. C'est compliqué pour moi sur le plan sexuel parce que voilà, j'ai peut-être un peu moins de libido, parce que je suis sèche, parce que j'ai une érection qui n'est pas au top. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, etc. Vous voyez, communiquer, vraiment. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou dans le couple. Hein. Ce que disait le jeune, parce qu'effectivement, les couples plus jeunes communiquent plus facilement là-dessus. Le jeune homme qui était dans la petite vidéo qu'on a vue, il disait finalement, on en a parlé et ça s'est bien passé. Mais ils en ont parlé, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et l'autre monsieur qui est un petit peu plus âgé disait finalement, il y a des non-dits dans le couple et la sexualité en fait partie. C'est dommage. C'est même plus que dommage, c'est triste parce que c'est à partir des non-dits que le couple risque d'avoir des problèmes, quoi. Donc non, il faut en parler, c'est naturel, c'est normal, il n'y a pas de souci. Et dans une période, quand on traverse une période comme le cancer, tout est impacté, sexualité y compris. Donc on parle de plein de choses et pas de ça. Pourquoi? Non, non, il faut également en parler.
Donc, la communication, ça, c'est le maître mot. Et, Oui. et derrière, quand on a commencé à communiquer, quand on a exprimé ses attentes, ses besoins, il y a des gestes aussi. Alors, Des il faut gestes, savoir hein. que la sexualité, ce n'est pas que la pénétration, hein. Et oui, C'est-à-dire que surtout les hommes qui ont un cancer de la prostate et qui ont des troubles érectiles, voire plus d'érection, on pense que enfin, je vais être un peu vulgaire, je suis désolée, mais moi j'ai une grande phrase que j'aime bien, c'est que souvent chez les hommes, c'est je bande donc je suis. Et quand ils bandent plus, bah, ils sont plus. Alors que s'ils continuent à être, bien entendu, c'est heureusement que l'homme ne s'arrête pas à son érection, quoi. Mais pour un homme, c'est très très compliqué. Il se sent inutile, il ne sert plus à rien. Vous voyez, il a honte. Enfin, c'est très compliqué pour les hommes, presque plus que, enfin, j'allais dire plus que pour les femmes. C'est différent. C'est là où on s'aperçoit vraiment que la sexualité de l'homme et de femme est infiniment différente. Ce qui est normal, parce que la femme, elle a un rôle plus passif en sexualité, elle se fait pénétrer, et l'homme, il pénètre, il a un rôle actif, donc si lui ne peut plus pénétrer, il n'y a plus de sexualité. Mais la sexualité, encore une fois, ce n'est pas que la pénétration. C'est aussi la sensualité, c'est les caresses, c'est l'érotisme, c'est la tendresse, c'est faire un câlin, c'est plein de choses. Et puis il y a les caresses, les caresses, je viens de le dire, il y a le sexe oral, il ne faut pas l'oublier. Qui est tout à fait naturel aussi, parce que parfois quand je dis à des femmes, mais est-ce que, je sais pas, moi, vous lui faites quand même plaisir, une fellation, ah mon Dieu, mais quelle horreur, mais pourquoi? Bon, ça fait partie du tableau. Il y a le cuni, il y a plein de choses sympas à faire qui peuvent donner du plaisir. À partir comme c'est très psychologique, souvent quand on donne du plaisir, on en prend aussi. Et l'orgasme ne doit pas être absolument le but de performance, il faut absolument que j'atteigne l'orgasme. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de se toucher, de se câliner, de s'aimer, c'est déjà énorme. Voilà. Si en plus il y a orgasme, bon, ben, très bien, tant mieux. Mais ça ne doit pas être non plus comment dire, la course à la performance. Vous voyez, il faut enlever ça de sa tête. La sexualité, ce n'est pas une histoire de performance. C'est une histoire de plaisir, de partage, d'intimité, d'extrême intimité à deux. Donc, il y a plein de choses à part la pénétration. Et puis alors maintenant, si vraiment il y a un manque de pénétration, je vais peut-être faire hurler les foules, mais si vraiment il y a une grosse frustration de ce plan-là, on est en 2022, il y a des sextoys, il y a plein de choses très sympas avec lesquelles on peut jouer. Parce que la sexualité, c'est aussi un jeu. Parce que les gens, ils prennent ça vachement au sérieux quand on parle sexualité. Oh, un rapport sexuel, on se prépare, c'est sérieux, on n'en parle pas, machin, et tout, on est à la lumière. Non, il faut jouer. C'est un jeu, les jeux sexuels, c'est connu, c'est un jeu, c'est un art. Il faut être curieux, il faut s'explorer, il faut se redécouvrir. Il y a plein de choses à explorer dans la sexualité. Et maintenant, on a de la chance, on a toute une panoplie de choses à notre disposition. Il faut s'en servir. donc il faut apprendre à réinventer son intimité. Quand le Exactement. cancer s'est invité dans le couple, il faut trouver un moyen de réanimer, en fait. Même quand il n'y a pas eu de cancer, mais à fortiori. Oui, mais là, en l'occurrence, on parle aujourd'hui de cancer et sexualité. Donc, évidemment, quand le cancer arrive, tout est perturbé et il faut réinventer Il faut sa se manière réinventer et réinventer et l'autre. réinventer son couple. Oui. Et moi, je conseille souvent aux femmes qui me disent j'ai plus de libido et ça me pose problème parce que finalement, de temps en temps, j'ai un rapport pour faire plaisir. Ah, attendez, la sexualité, c'est pas une contrainte, hein. Ça doit rester quand même un plaisir. Donc, se forcer, c'est pas l'idéal. Moi, je conseille aussi la masturbation pour les femmes et pour les hommes aussi. Parce que finalement, c'est avoir mal parce qu'on s'autogère. Et ensuite, c'est le meilleur moyen de se redécouvrir, de redécouvrir là où ça fait du bien, là où ça fait bien, de se réapproprier son corps, de se réconcilier avec lui. Et effectivement, quelles sont les zones où on est encore sensible. Et le meilleur moyen, c'est effectivement la masturbation. Et une fois on a repris confiance en sa libido, en son plaisir, etc., c'est plus facile d'aller vers l'autre, enfin, de pouvoir avoir une sexualité à deux. Très bien. Donc, ça, c'est les premiers et très importants conseils donnés. Et peut-être qu'il y a encore autre chose, parce qu'il y a aussi des couples qui disent, en fait, on n'a plus de relation
et finalement qui se posent aussi la question de savoir si c'est normal ou pas normal. Alors, en sexualité, il y a plein d'histoires de normal ou pas normal, hein. Oui, Chacun a la sexualité qu'il a envie d'avoir, intime et voilà, et c'est super personnel. Maintenant, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de frustration. Si les deux ont décidé que pour une raison ou pour une autre, ils n'avaient plus de sexualité et que ça leur convient très bien, aux deux, je dis bien aux deux, pas juste à l'un ou à l'autre, pourquoi pas, hein. Je veux dire, c'est pas un besoin vital non plus, hein. On peut vivre très bien sans sexualité. Il y a plein de gens qui n'ont pas de sexualité et qui vivent très bien. Voilà, donc s'il n'y a pas de frustration, que le couple s'entend bien, voilà, ils ont remplacé ça par de la tendresse, par une certaine complicité, etc., et que ni l'un ni l'autre ne ressent le besoin d'avoir une sexualité, écoutez, moi je dis très bien, hein. Ça me pose, moi personnellement, aucun problème. Et eux à eux non plus, j'imagine. Sauf oui. s'ils disent on n'est pas normaux, ça oui, mais oui, si, je rassure, vous êtes normaux. C'est juste que vous avez plus envie, et puis après tout, pourquoi pas, quoi. Très bien. Donc, peut-être qu'il y a des questions, que je ne sais pas s'il y a des personnes qui voudraient un petit peu poser des questions à Catherine. On peut soit les mettre dans le chat ou Catherine, ça vous va si on Oui, bien essaie de sûr, passer la parole bien sûr. aux personnes qui se sont inscrites. Alors évidemment, c'est peut-être pas toujours simple de pouvoir poser des questions. Mais j'ai vu justement dans le chat, il y avait des personnes qui disaient du coup, personne n'en en parle et on laisse les gens dans leur détresse. Mhm. Et seuls Bien 18% des hommes atteints de cancer de la prostate en ont parlé à leur médecin. C'est pas beaucoup, ça. C'est vraiment très peu. Est-ce que c'est vraiment c'est très peu, oui, parce est-ce que que c'est est-ce que c'est spécificité aussi masculine de ne pas oser parler aussi de ce sujet? Bon, on sait que c'est déjà pas facile, mais est-ce que c'est encore plus difficile pour les hommes que pour les femmes? alors, c'est vrai que les hommes ont. Alors, il y a des hommes dans la salle, là, donc j'espère qu'ils s'exprimeront. En règle générale, ont un petit peu plus de mal à parler de leur fragilité, de leur souffrance. Alors, pas tous, hein, je dis en général, hein, je fais une généralité là. Et donc, et surtout quand ça touche leur sexualité, ils sont beaucoup plus pudiques, une espèce de honte chez eux, vous voyez, qu'on a moins, nous les femmes, on est plus, voilà, mais ça, sur presque tous les sujets, hein, on est plus bavardes, on discute plus entre nous. D'ailleurs, on Oui, voit bien le nombre d'associations de femmes qu'il y a contre le cancer du sein ou cancer d'autres. Et par rapport aux hommes, il y a, vous voyez, cette différence, il y a très peu, il y a quelques petites assos, etc. Mais il y en a peu. Et j'en connais une où les dirigeants de cet asso me disaient, mais les hommes, ils ne viennent pas. Donc, ils ont beaucoup plus de mal de parler de leur faiblesse, de leur fragilité, etc. Donc, 18%, je pense que peut-être parce qu'ils n'osent pas. Mais ils n'osent pas aussi peut-être parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'on on leur a pas dit. Alors, maintenant, j'imagine, j'espère qu'en 2022, quand ils font une radiothérapie ou qu'on leur donne de l'hormonothérapie ou qu'on va leur faire une prostatectomie, on leur dit, j'espère que les médecins leur disent, alors attention, ça risque d'avoir un impact sur votre sexualité, donc en amont peut-être commencer un petit traitement ou voilà, j'espère. Mais eux, c'est vrai qu'ils n'en parlent pas, ou ils n'y pensent pas, on va dire ça comme ça, ou ils n'osent pas, comme je disais tout à l'heure, parce qu'ils se disent, bon, on est en train de me traiter pour un truc emmerdant, là, un cancer de la prostate, et moi, voilà, je vais parler d'érection, donc ça va, peut-être qu'il y a un décalage entre la gravité du problème, mais c'est grave aussi d'être malheureux à cause d'une non-sexualité, donc oui, il faut en parler, il faut en parler. il y a Cyril qui a levé la main, donc je pense que Cyril veut prendre la parole. Ah bah oui, c'est un monsieur, Cyril? Oui, c'est un monsieur. Bonjour Bonjour. Cyril. C'est moi qui ai mis le commentaire sur le Oui, cancer de la prostate. Moi, ce qui m'hallucine, c'est quand je vois ce chiffre-là. C'est pas un chiffre que j'ai inventé, hein. Je l'ai entendu au 9e rencontre du cancer et sexualité et fertilité à Lille au mois de novembre. Ah oui.
quand j'entends ce chiffre-là, je me dis, le cancer de la prostate, ça touche directement la sexualité. Donc, quid de ceux qui ont un autre cancer que celui de la prostate? Si seulement 18% quand on a un cancer de la prostate, tous les cancers qui touchent le petit bassin, donc avec une radiothérapie qui a eu lieu sur le petit bassin, va avoir un impact sur la sexualité. Et du coup, ces gens-là vont pas du tout en parler. Je suis co-responsable du réseau, mon réseau cancer colorectal, et je Mhm. sais que parmi nos membres, il y a beaucoup de gens qui ont des problématiques sexuelles. Et là, c'est clair que c'est jamais discuté quand on parle de cancer colorectal, par exemple. Alors, vous avez tout à fait raison, parce que effectivement, que ce soit cancer de la vessie, cancer colorectal, etc. Alors, cancer colorectal, surtout quand il y a des poches, ça peut Mm. être compliqué sur le plan effectivement de l'image du corps, enfin voilà. Euh, c'est des sujets qui devraient être abordés de toute façon, comme j'ai dit tout à fait au début, tous les cancers impactent la sexualité. Alors, plus ou moins, comment dire, alors déjà psychologiquement, tout de suite, à l'annonce, etc., ça peut être, comme je disais tout à l'heure, une indisponibilité psychologique, on a un cancer, on ne pense pas forcément à faire des galipettes. Et puis ensuite, bon, il y a certains cancers avec certains traitements où ça s'estompe, où on peut reprendre une sexualité à peu près normale. Mais effectivement, et vous, Cyril, vous avez tout à fait raison de le mentionner, il y a des cancers comme la vessie, comme colorectal, pour des raisons différentes, qui impactent directement la sexualité. Là, on avait dit qu'on parlait plus des organes directement concernés, mais vous avez tout à fait raison, bien sûr. Et au même titre, il faudrait que l'on puisse tout de suite diriger ces patients-là vers soit des psychologues, soit des sexologues, enfin des oncosexologues. Comment on peut faire pour avoir une sexualité quand on a une poche, quand, vous voyez, voilà. Et ça, ce serait vraiment important de pouvoir tout de suite agir en amont et pas une fois que les choses sont faites, parce que parfois ça peut être dans la tête des gens trop tard. Il faudrait agir en amont, il faut informer. Et quand on sait que 71% de gens dont le cancer est directement lié à la sexualité, donc comme je disais tout à l'heure, prostate, etc., hein, ne sont pas informés, j'ose même pas imaginer les autres. Ouais. Mm. Et bien souvent, en fait, les personnes doivent, parce que là, quand on parle de poche, j'ai connu des personnes qui essayaient de trouver eux-mêmes des solutions. Parce qu'en Il y a des fait, même, solutions, il y a bien sûr. même pour cacher la poche, enfin Voilà, c'est des astuces après. des astuces, C'est plus des solutions médicales, c'est des astuces. C'est-à-dire, voilà. bon, la femme, elle va garder un petit haut, un petit peu mignon, etc., pour pas qu'on voit sa poche. L'homme, il va garder son haut de pyjama. Enfin, vous voyez, bon, ou son t-shirt, enfin, bon, ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ça devient des astuces. C'est plus, on rentre plus dans du médic, enfin, Oui. dans des solutions médicales. Là, c'est vraiment chacun essaie de trouver, d'adapter, encore une fois, comme il peut, sa sexualité. Mais il faut quand même en parler pour justement, comment dire, alors, non pas banaliser, bien entendu, mais dédramatiser la situation. Parce que, bon, avoir une poche, ok, il y en a qui peuvent trouver ça un petit peu repoussant, etc., etc., mais ça n'empêche pas une sexualité, jamais de la vie. Et très souvent, alors ça aussi, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, les personnes ne s'autorisent plus à la sexualité une fois qu'on leur a dit qu'elles avaient un cancer. Elles ne s'autorisent plus. Ça fait plus partie. C'est comme si avoir un cancer, tout ce qui était plaisir à côté, ça leur était interdit. Vous voyez? Mais est-ce Elles que, ne s'autorisent plus, alors que ça devrait être le contraire, parce que finalement, se trouver séduisante et se trouver encore désirable dans les yeux de l'autre, c'est hyper narcissisant et sécurisant à un moment où on se sent tellement mal, quoi, vous voyez. Et pour l'homme, c'est pareil, sentir encore qu'il est séduisant et que sa femme a envie de lui, etc., c'est quand même super, super important. Dans un moment où lui se sent diminué, fragile, etc., etc. Mais eux-mêmes ne s'autorisent plus. Moi, j'ai eu des patientes qui m'ont dit, oh ben non, ben, c'est pas le moment. Et me disent, pourquoi? Pourquoi vous vous interdisez ça? Bah parce que j'ai un cancer. Ok, d'accord. Et c'est quoi le rapport? Et il faut une relation, quoi. Alors qu'il n'y a pas de relation. Alors oui, bon, il y en a, comme on vient de dire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a on a le droit d'avoir du plaisir avec un cancer. Excusez-moi, mais
heureusement. Et même si on perd ses cheveux, ses poils avec la chimio, et on peut encore aussi se sentir séduisante. Tout à fait. Alors, il y a juste un truc que je voudrais vraiment préciser qui me semble extrêmement important, que ce soit, et ça c'est pour tous les cancers, hein, c'est respecter le rythme de l'autre. Parce qu'en en fait, on n'a pas forcément le même rythme dans la maladie. C'est-à-dire, bon, pour reprendre l'exemple le plus classique, je suis désolée, je parle beaucoup des femmes, mais c'est parce que c'est celle que je vois le plus. Et en plus, c'est le cancer qui est le plus répandu chez ces dames, cancer du sein. La personne qui, par exemple, vient de subir une mastectomie, bon, normalement, pas toujours, on lui a montré à l'hôpital, elle a pris du temps, enfin bon, ça a été douloureux, tout ce que vous voulez, mais bon, elle est dans son rythme, qui n'est pas forcément le même rythme que son compagnon. Peut-être que lui, il va falloir plus de temps. Alors, je suis désolée, je parle hétérosexuel, hein, mais quand on est homosexuel, c'est pareil, hein, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. C'est juste par, comment dire, par facilité. Mais évidemment que deux femmes, c'est pareil, et deux hommes aussi. Bon, bref. Donc ça ne va pas être le même rythme. Donc, la femme est prête un jour à se regarder. L'homme, peut-être, il n'est pas encore prêt à voir. Donc, c'est pareil pour les cheveux, c'est pareil pour la poche, c'est pareil pour plein de choses. Ce qui est très important, c'est de respecter le rythme de l'autre et de ne pas se faire violence ni à soi-même ni à l'autre. Si l'autre n'est pas encore prêt à voir, eh ben, c'est pas grave, c'est pas parce qu'il il est méchant ou qu'il n'aime plus, etc. C'est qu'il n'en est pas là. Si soi-même, on n'a pas envie de montrer, eh ben, il faut respecter. C'est qu'on n'en est pas là. Je crois qu'un des secrets aussi d'une sexualité à peu près correcte, en tout cas satisfaisante, on va dire, non pas idéale, parce que comme je dis tout à l'heure, il n'y a pas de recette miracle et voilà, et c'est compliqué. Mais quand même, un des secrets, c'est de respecter le rythme de chacun et de ne pas se faire violence, ni à soi-même, ni à l'autre. Voilà. Oui, très important comme conseil, effectivement. C'est le respect. Voilà, et sans juger, vous voyez, sans dire, je ne sais pas moi, oh, tu ne veux pas voir, bah, c'est parce que je ne vais plus te plaire. Mais non, parce que j'en suis pas là. Moi, j'ai des exemples où la personne s'est montrée très naturelle, a tout montré, son cheveu, etc. Et ça s'est mal passé après. Ouais. Donc, ce n'est pas la peine. On y va doucement. Et on en parle, on échange, on communique. Alors, il y a Claire qui a levé la main. Oui, justement. Vous parliez de communication et de l'importance de la communication. Est-ce que vous auriez des trucs pour faciliter cette communication? Parce que j'imagine que vous avez rarement des couples en consultation. S'il y en a, c'est peut-être plus facile à expliquer, mais si la femme ou l'homme vient seul, exprime cette difficulté, dire il faut communiquer, ça me semble peut-être difficile si justement on se sent en situation de vulnérabilité, on se sent toute fatiguée, etc. Comment est-ce que vous avez des exercices à faire par exemple ou quelque chose pour aider les gens à mieux communiquer? Alors des exercices, moi j'en ai pas. Ça existe, hein, c'est plutôt du sexo-corporel, ce qui n'est pas ma spécialité, mais ça existe. En fait, je reçois des couples. Hein. J'essaie de demander, au bout d'un moment, de venir avec le ou la partenaire. Alors, pas toujours, pas systématiquement, parce que parfois, c'est plus facile pour quelqu'un de s'exprimer quand là où le partenaire n'est pas là. Par exemple, si quelqu'un me dit, moi, je ne peux pas regarder, je sais pas, je ne peux pas la voir sans sein, ou je ne peux pas voir une poche, ou je ne peux pas, je sais rien. Parce que voilà, c'est peut-être plus facile quand, quand la personne concernée n'est pas là, parce que ce n'est pas la peine de la blesser encore plus. Et là, on peut en discuter, etc., etc. Et puis, à bout d'un moment, je leur dis, écoutez, ce serait bien que vous veniez avec, alors s'ils veulent, hein, parce que parfois, il y en a qui ne veulent pas. Il y a des conjoints, parfois, ne veulent pas venir. Sinon, alors, quand ils ne veulent pas venir, comment communiquer? Bah, écoutez, comme je leur dis, vous ne rentrez pas ce soir en disant, je ne sais pas, n'importe quand, au milieu du film de 20h, ah tiens, à propos, il faut trouver un moment. Alors, le fait d'aller voir une sexologue, c'est pas mal, parce qu'ils peuvent rentrer à la maison en disant, tiens, aujourd'hui, j'ai vu la sexologue. Et du coup, elle m'a dit qu'on devrait parler un petit peu plus ensemble de ce problème. Vous voyez, ça peut
Ça peut aider. Oui. S'ils acceptent de dire qu'ils ont vu une sexologue, parce qu'il y en a, bon, c'est très personnel, il y en a qui ne vont pas le dire. Mais je leur dis d'essayer de trouver un moment où ils sont au calme, où ils sont bien, où voilà, ça c'est vraiment, ça se sent. Hein, je ne peux pas leur dire, voilà, le samedi de 15h à 17h, c'est vachement bien d'en parler. C'est un truc qui se sent. Mais d'engager la conversation, de dire, écoute, voilà, je trouve que en ce moment, il y a de moins en moins de câlins entre nous, on s'est un petit peu éloigné physiquement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te pose un problème? Est-ce que c'est parce que moi, j'ai ci ou j'ai ça? Ou est-ce que, voilà, c'est ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce qu'on peut trouver des moyens je sais pas moi, pour se rapprocher? Enfin, chacun a son truc, hein, c'est un exemple. Mais on trouve toujours un moment pour en discuter. On trouve toujours. Il faut trouver le contexte, le bon moment. Et bon, ça, je peux pas. Je vis pas avec les gens, donc je peux pas dire ah ben là c'est maintenant c'est bien. Non, c'est maintenant qu'il faut en parler. Non, mais quand partir ensemble, alors quand on peut évidemment financièrement et matériellement, partir se faire un petit week-end à deux. Essayer de couper un peu la routine. Vous voyez, ça c'est important. Un petit repas au restaurant, un petit week-end à deux. Voilà, où là c'est un moment d'intimité sans les enfants, sans tout ça, sans les rendez-vous médicaux. Vous voyez, sortir un peu de son contexte pour se retrouver, pour retrouver une certaine intimité déjà, ne serait-ce qu'intimité ensemble, quoi. Et puis peut-être un rapprochement physique, vous voyez. C'est peut-être le moment de parler de ça dans ces instants-là. Ça, c'est à chacun de le sentir. Mais en tout cas, oui, moi, je leur dis, écoutez, essayez de trouver un moment pour en discuter. Et dans l'idéal, venez avec, évidemment, le partenaire ou la partenaire. Parce que finalement, bon, moi, quand ils sont en face de moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis relativement cash. Donc, je dis les choses. Hein. Voilà, alors ils sont bien obligés de répondre. Je les force. Non, je rigole. Mais, non, mais à partir du moment où je dis les choses, c'est plus facile. C'est-à-dire que la parole recircule. Et là, il y a des gens qui sont capables de dire oui, mais non, mais c'est parce que c'est toi qui venais pas vers moi. Ah, ben non, c'est pas vrai, c'est parce que je voulais pas, gna gna. Et puis tout d'un coup, voilà, puis ça va mieux, quoi. Et puis je leur dis bon, vous allez sortir de ce bureau, continuez à en parler. Hein, ne vous arrêtez pas juste à la consultation. Voilà, pour continuer, trouver des solutions ensemble. Et voilà, c'est important. Oui, très importante. Toujours, en fait, toujours cette communication qui doit être là, vivante et qui doit permettre justement de pouvoir à avancer. Et si on parle des problèmes, eh bien, on a déjà résolu une partie des problèmes aussi. Tout à fait. Parce qu'on les a abordés. Il ne faut pas avoir peur d'aborder les problèmes, quoi, je veux dire. Oui. Donc, si on les met sous le tapis, vous savez, c'est comme la poussière. Hein. On met la poussière sous le tapis, et puis quand on marche un jour sur le tapis, il y a toute la poussière qui ressort. Les problèmes, c'est pareil. Un jour ou l'autre, ça ressort. Donc, il vaut mieux tout de suite les balayer. Et puis, la vie de couple, c'est souvent aussi des compromis. Accepter la différence, accepter l'autre. Alors, moi, j'aime pas tellement mon compromis, si tu me permets, Françoise. Oui. Je dirais plus c'est du respect. C'est le respect de l'autre. Ce compromis, c'est un côté négatif un peu. Oui, c'est vrai. Ouais, je fais des compromis, je fais des sacrifices. Non, quand on aime, on ne fait pas de compromis, on ne fait pas de sacrifices. On discute, on échange, on respecte. Et on voit un petit peu chacun comment on peut s'arranger. Et en satisfaisant l'autre et en se satisfaisant soi-même. Non, qu'est-ce que je sais pas. Non, mais complètement, je ne vais pas dire non, au contraire. Je pense qu'évidemment, la bonne relation, c'est ça, c'est sûr. Alors ça, c'est la relation idéale. Hein. Alors après, il faut savoir quand même que on dit souvent, oui, les hommes, ils se barrent quand leur femme a un cancer. Ça, c'est un truc qu'on entend super Alors ça, oui, c'est vrai, on entend souvent, parce que malheureusement, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, tout à fait. Mais ils se barrent même sans cancer, hein, je te rassure. Mais oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, c'est des choses qui arrivent. Bon, moi, je veux dire, j'en ai pas vu tellement des couples comme ça. J'en ai pas vu tellement. Je dis pas que ça n'existe pas. Je sais que ça existe, bien sûr. J'en ai vu quand même, pas beaucoup, mais j'en ai vu.
Il faut savoir que quand le couple craque, moi, je me demande toujours comment c'était avant. Quel type de relation vous aviez avant. Et c'est quand même rare. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, parce que tout existe dans cette humanité. Mais c'est quand même rare qu'on me dise ça marchait super bien, on s'adorait, on filait l'amour parfait, il y avait une grande complicité entre nous, etc. Sexuellement, ça marchait super bien, on s'entendait bien et tout. Et quand j'ai eu mon cancer, il s'est barré. C'est rare. Parce qu'en général, quand c'est comme ça, l'homme, il flippe, il a peur pour sa femme et il a envie juste qu'elle guérisse. Et il ne sait pas quoi faire, il est d'ailleurs un peu pâteau, un peu maladroit, il se sent impuissant, il tourne en rond, il n'est pas bien. Et les femmes, c'est pareil avec les hommes. Hein. C'est une femme qui aime son mari, elle va partir parce qu'il a un cancer, soit colorectal, soit de la prostate, soit de je ne sais. Donc, il faut savoir ce qui se passait avant. Si la relation avant était déjà un petit peu. Alors, je dis que ça ne va pas forcément arranger. Et c'est pas. Alors, vous savez, tout ce que je dis, son contraire, c'est valable. Hein. C'est-à-dire, et c'est pas toujours vrai, parce que parfois, on voit des couples. C'était un peu moyen, la routine, quoi. Hein, 30 ans de vie commune, bon. L'autre, c'est la plante verte, qu'on est tellement habitué de le voir ou de la voir qu'on ne fait plus très attention. Et quand arrive le cancer, hein, qui vient donner une gifle à réveiller tout ça, parfois, on s'aperçoit de perdre l'autre parce qu'on l'aime. Et ça peut aussi rapprocher. Oui. Mm-hmm. Ça peut couper cette espèce de routine, voilà, où bon, on est habitué l'un à l'autre, on sait très bien qu'à 20h, le mec il rentre, qu'à à 8h, c'est la femme qui se barre, enfin, vous voyez, c'est très comme ça. Bon, on mange ensemble, on ne se dit plus grand-chose, on n'a plus grand-chose à se raconter, enfin bref, on connaît tous ce genre de couple, si on ne l'a pas vécu soi-même. Voilà. Et puis là, tout d'un coup, ça vient donner une claque, ça vient réveiller tout le monde, là. Et puis, on s'aperçoit que finalement, on a très, très peur de perdre l'autre et qu'on l'aime profondément. Et là, ça peut effectivement rapprocher des couples. Bon, maintenant, comme je disais tout à l'heure, ça peut aussi en faire éclater quand ça ne marchait pas bien ou quand c'est des couples jeunes, que l'homme ou la femme commence un petit peu sa vie sentimentale, sa vie affective, sa vie sexuelle et n'est pas, comment dire, n'est pas armé pour affronter quelque chose d'aussi... quand la relation n'était basée que sur le sexe, parce qu'il y a des couples comme ça, c'est que des friends, des sex friends. Bon, bah là, voilà. Bon, il y a des raisons quand même souvent pour ça, pour avoir des couples. En règle générale, quand le couple est solide, ça, ils restent ensemble. En règle générale, je dis bien. Il y a toujours des exceptions. Alors, on a une question là dans le chat qui est aussi très intéressante, qui est comment faire pour une femme qui n'a plus de libido dû à la ménopause, mais qu'elle conserve du plaisir. Comment peut-on faire en sorte qu'elle conserve du plaisir, si je comprends bien la question, hein. Alors, pour une femme, comment conserver du plaisir quand on n'a plus de libido, c'est ça? Et oui, et puis que c'est dû à la ménopause. Donc aussi, la période de la vie où effectivement la vie... Mais là, on n'est plus dans le cancer, là. Oui, parce que là, ça concerne évidemment toutes les femmes. Mais ça peut être concerné les femmes qui sont dans le cancer, qui sont atteintes d'un cancer et qui sont ménopausées. Oui, à cause des traitements. Et à cause des traitements, oui. Alors, d'abord, ça dépend aussi, peut-être il faut un petit... Enfin, moi, dans ces cas, moi, je pense que la libido, elle est à 60%, elle est psychologique. 40% peut-être physiologique, mais 60% psychologique. C'est très psy, la libido. Hein. Donc, d'abord, il faut faire appel à... J'espère que tout le monde a des fantasmes, mais si vous n'en avez pas, il faut s'en créer. Alors, comment se créer des fantasmes? On peut dire, je sais pas, de la littérature érotique, par exemple. Il y a des choses à faire pour essayer de se mettre dans une condition psychologique ou faire monter une excitation, comme on dit dans le jargon. Voilà. Donc,
il faut essayer donc peut-être de réveiller sa libido en s'aidant. Il faut bosser, hein, c'est du travail la sexualité. Hein. C'est pas naturel, c'est un apprentissage. Hein. Donc peut-être essayer de réveiller sa libido en s'aidant, donc en lisant la littérature érotique et, comme je disais tout à l'heure, faire appel à la masturbation. Alors, encore une fois, il n'y a pas de remède miracle. Et puis, il faut aussi parler à son partenaire. Peut-être qu'il faut changer quelque chose de la sexualité de l'autre aussi. Peut-être que, je ne sais pas, l'homme doit être plus patient, plus caressant, prendre plus son temps. Voilà. Je ne sais pas, moi, changer ses habitudes sexuelles. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est évolutif, la sexualité. Le moment T. Hein. Moi, je conseille pas mal la littérature. Généralité, hein. Je ne peux pas faire du cas par cas parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, encore une fois, je fais des généralités. C'est-à-dire que les hommes sont plus visuels, je dis bien en règle générale. Par exemple, tout ce qui est un peu porno, film, photo et tout, ça va peut-être plus les exciter. Elles sont plus dans le fantasme et l'imaginaire érotique. Donc, elles font plus peut-être appel à ça. Donc, la littérature, c'est pas mal, la littérature érotique, parce qu'elles peuvent visualiser des scènes, peuvent éventuellement leur mettre un petit peu de papillon dans le ventre. Voilà. Donc, faire appel à ces fantasmes et voir ce qui peut exciter avec la masturbation, avec des bouquins, tout ce que je peux conseiller. Mais en tout cas, la ménopause, c'est pas rédhibitoire, hein, parce que, heureusement, hein, parce que sinon, à partir de 45-50 ans, heureusement que non. Non, non, il y a des moyens. Et puis peut-être, je vous disais encore une fois, peut-être changer de type de sexualité, essayer de recréer quelque chose de plus fondé sur l'érotisme et la sensualité que sur la sexualité pure. Je ne sais pas, hein, c'est un point d'interrogation. Il faut chercher. Il faut chercher. Et il y a aussi des personnes qui, donc, dans le chat, parlent aussi de ces cancers féminins, le cancer des ovaires, où là, j'imagine évidemment qu'il y a peut-être des difficultés aussi pour ces femmes qui... Le cancer des ovaires, mais ça dépend aussi des traitements. S'il y a eu de la radiothérapie, des choses comme ça, ces endroits-là. Alors là, effectivement, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de remède miracle. C'est super compliqué, je suis d'accord. Mais encore une fois, ça ne doit pas empêcher. Alors, le plaisir, alors peut-être pas avec la pénétration directement, peut-être qu'il faut attendre un peu, remettre la muqueuse en place. Alors, il faut savoir ce qui se passe. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait mal à la pénétration? Est-ce que, bon, il y a des... Je ne sais pas qui a posé cette question, mais gynéco, s'il y a des moyens pour que il puisse être en douleur. Et sinon, voir si essayer sont plus faciles. Et pour la libido, bon, ça c'est pareil que ce que je disais tout à l'heure. Il faut chercher, vous savez, il faut être curieux en fait en sexualité. Il faut être curieux. Il faut aller un petit peu à la pêche de son corps et du corps de l'autre. Alors si là ça va plus parce qu'il y a eu tel traitement, telle opération, il faut explorer constamment. Il faut avoir ce courage-là parce qu'il faut du courage et de la patience. Il y en a qui laissent tomber en disant, de toute façon, avec ce que j'ai eu, c'est mort. Non, non, non. Mais il faut avoir le courage et la patience d'aller explorer. Oui. Ce qui n'est pas facile. C'est pas facile. Non, c'est certainement pas évident, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient s'exprimer? Parce que je pense que là, on a abordé beaucoup de choses. Et merci Catherine, vraiment, pour d'avoir ce langage aussi très cash, de dire les choses, de pas... sexualité, on parle sexe. Hein. Voilà. de dire les choses et de permettre justement aux personnes peut-être aussi ça va les aider à voir aussi leur sexualité d'une autre manière. J'espère. Voilà, de pouvoir se dire que aujourd'hui, c'est pas parce que le cancer est là qu'il faut l'oublier.
que ça fait partie de la vie. Bien sûr, de la qualité de vie. Et de la qualité de vie. Et puis qu'il faut surtout avoir du plaisir. Hein. Ça n'empêche pas le cancer. Vous voyez, il ne faut pas s'interdire ça. Voilà, le plaisir, la communication qui est vraiment primordiale. Si on doit vraiment déjà commencer par là, il y a la communication déjà dans le couple, mais il y a aussi la communication qu'on doit aussi avoir avec les professionnels de santé. Oser aborder ce genre de questions, poser les questions et aussi consulter s'il y a besoin. Bien sûr. C'est vraiment important parce qu'il y a des solutions qui existent et que ce serait vraiment trop dommage de rester en fait dans ces non-dits. Mais c'est surtout c'est un enfermement, le non-dit. Hein. C'est une prison psychique, le non-dit. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Non, mais c'est vrai. Oui, quelque part, c'est vrai. C'est vrai, absolument. Et oui, le non-dit, c'est d'une part, on ne se respecte pas non plus et on ne respecte pas l'autre, en fait, aussi quand on est dans le non-dit. Ben, on n'ose pas. Oui, on n'ose pas. Il y a Claire qui lève la main. Claire. Oui, une petite. Je vous suggérais de consulter, mais est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on trouve facilement des thérapeutes, des psychosexuels? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus. Il n'y en a pas beaucoup, la vérité, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a quand même de plus en plus. Moi, je connais au moins 3 ou 4 endroits de centres d'oncologie où il y en a. Bon, je me dirais, sur Paris, ça ne fait pas beaucoup, mais enfin, il y en a quand même. Moi-même, je suis surprise. Une fois, j'étais dans une clinique, bref, voir une collègue et, en oncologie, et elle me dit, ah ben, moi aussi, je suis sexologue. J'étais contente, moi. Je me suis dit, waouh, c'est bien. Voilà, non, il y en a. Et puis, s'il n'y en a pas dans le centre de soins, ben, il y en a à l'extérieur. Bon, alors après, évidemment, c'est toujours une histoire de coût, quoi. Parce qu'une consultation en sexologie n'est pas donnée. Pour une raison simple, hein, c'est parce qu'on voit moins les patients. C'est-à-dire qu'on ne va pas comme en oncopsychologie, on peut les voir toutes les semaines, admettons, ou tous les 15 jours, enfin bref, mais en sexo, on va les voir une fois par le temps qu'ils mettent en place qu'on leur a conseillé de faire, vous voyez. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc on laisse le temps un petit peu de digérer tout ça, d'élaborer, de mettre en place, et après, au bout, comment ça se Les personnes que vous recevez, elles sont venues de leur... Alors, en propre initiative, c'est compliqué parce qu'en général, elles ne savent pas qu'il y a un oncosexologue dans la maison. Mais les médecins peuvent envoyer en disant je vous conseille. Puis moi, de toute façon, moi personnellement, mais je pense que je ne suis pas la seule, quand je fais psycho, j'aborde toujours ce problème. Les hommes sont ou leur radiothérapeute. Ceux qui ont fait de la radiothérapie, ils conseillent. Mais avec que ce soit un homme ou une femme, j'aborde toujours cette question au moins en une phrase, puis si je vois que ça va, bon ben voilà, on parle d'autre chose, mais si je vois que ça coince, on voit ce qu'on peut faire. Mais vous avez raison, c'est pas si facile que ça. D'abord, on ne sait pas toujours que ça existe. Quoique maintenant, dans les centres de soins, il y a des flyers avec tous les soins de support et il y a parfois oncosexologue. Youpi. Ouais. Et sinon, il faut aller à l'extérieur, mais là, malheureusement, ça coûte des sous et c'est peu ou pas remboursé. Alors justement, là, dans les questions, il y a pourquoi ne pas proposer directement la sexologie en soins de support? Ah ben, moi, je suis bien d'accord, mais c'est pas moi qu'il faut le dire. Hein. Et oui, c'est pas... Moi, je suis bien d'accord avec vous. Moi, je suis le produit de ce que vous proposez.
Mais ça, il faut voir avec les directions d'établissement, hein. Moi, je suis la première à le dire. Et il y a l'AFSOS aussi, l'Association française des soins de l'oncologie du porc, qui en parle aussi. Ouais. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il y a un DU maintenant. Bon, je ne l'ai pas fait parce que j'avais déjà un DU d'oncopsie plus celui de sexo, donc ça faisait un peu doublon, mais il y a un DU maintenant. Donc, j'invite les professionnels à participer à ce DU. Bah oui, que les professionnels de santé le fassent. C'est un DU. Ouais. Il y a une partie médicale et une partie psy, c'est super important. Donc, j'invite vraiment les professionnels de santé, je ne sais pas s'il y en a parmi la salle, là, à le faire, hein, à le suivre, hein. C'est en je crois que c'est en comment ça s'appelle, études, là, enseignement. Et voilà. Oui, en plus, donc en enseignement, c'est quand même beaucoup plus facile. Oui. Ouais. Il y a une autre question de Claire. Est-ce qu'il existe des programmes ETH en onco-sexo? Des programmes d'éducation thérapeutique, c'est ça? Oui, ETP plutôt, en éducation thérapeutique. Des programmes comment en éducation thérapeutique, oui, en onco-sexo, oui. Pas, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas. Parce que je sais qu'il y a une formation d'éducation thérapeutique. Non, je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne sais pas. D'accord. Je veux pas m'avancer trop sur ce dont je ne suis pas sûre. Je ne crois pas. Ça peut se faire, hein. Vous savez, tout peut se faire. Oui. Ça, c'est encore, c'est peut-être encore trop tôt, on va dire. C'est pas encore à l'ordre du jour. Déjà, il n'y a pas beaucoup de sexo-oncologues. Donc, mais on peut en parler entre nous, les oncopsies, sexo. Oui, alors justement, Cyril, de toute façon, oui. Voilà, mais c'est pas encore. Pourquoi pas? Je veux dire, comme je vous dis, tout peut le faire, tout peut se faire. Après, il faut se donner les moyens, le temps, les conditions, où, avec qui, comment, pourquoi. Enfin, vous voyez, c'est. Oui, et comme disait Cyril, pour monter un programme d'éducation thérapeutique du patient, il faut aussi l'accord de l'Agence régionale de santé. Et du coup, ça va être compliqué. Ça va être rock'n'roll, oui. Mais bon, why not? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais je ne suis pas sûre que ce soit une des priorités des ARS, mais enfin, pourquoi pas? Encore une fois, j'en sais rien, hein. Peut-être que je m'avance en disant ça. C'est une vraie, enfin, je dirais, c'est on peut proposer, hein. Oui, l'Agence régionale de santé Île-de-France, et puis peut-être pour d'autres qui sont assez ouverts aussi sur les problèmes en cancérologie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout à fait. Ce serait très innovant, c'est sûr. Bah oui, tout à fait, je suis d'accord. Oui. Ah, alors, à Bayonne, à Bayonne, il propose des soins de support en consultation de sexo. C'est génial. Merci Cyril pour ces informations. Non, Laureline qui est pour ces informations. Oui, merci pour cette info. Non, mais il y a de plus en plus, c'est vrai, ça commence à bouger là-dessus. Il n'y en a pas encore assez à mon goût, mais il y en a. Donc, alors qu'il y a 10 ans, 15 ans, il n'y avait rien, hein. Moi, quand j'ai commencé mes études de sexo, je ne sais pas, on devait être 2 à faire ça en cours, hein. 3, enfin, bon, j'exagère peut-être un peu, mais on était vraiment peu, quoi. C'était le moment de dire, il faut bouger là. Alors que maintenant, ça commence, hein. Alors, il y a Françoise qui met qu'il y a un diplôme interuniversitaire oncosexologie, domaine sciences, technologies, santé. C'est ce que je vous disais, oui. Voilà. Donc, ça commence à être un sujet. Je disais, il y a le DU, le diplôme interuniversitaire d'oncosexo qui je crois, en e-enseignement, les gens, ceux qui ont monté ça sont basés à Toulouse, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. À Toulouse? Il me semble. D'accord. Il me semble.
Mais c'est en e-enseignement, on peut tout à fait, tout le monde y a accès. Hein. Pas besoin d'habiter Toulouse. Et alors, à l'Université d'Angers, une thèse sur évaluation prospective d'un soutien sexologique par l'éducation thérapeutique du patient, ETP, dans le cancer du sein, en 2018. Évaluation prospective d'un soutien sexologique par l'éducation thérapeutique du patient. D'accord, joli. Ça peut être intéressant. Une thèse, voilà. C'est de la lecture prochaine pour ce week-end, Catherine. Évaluation. D'accord. Pourquoi pas, hein, ça doit être super intéressant. Je pense que ça peut être intéressant, tout à fait. Bien sûr. Oui. De toute façon, à partir du moment où on s'intéresse à ce sujet, c'est intéressant. Alors, merci encore, Catherine, de nous avoir éclairé sur ce sujet et le faire avec autant de légèreté